Salam alaikum, Zoul, bonsoir. Je vous avais parlé il y a quelques jours du Japon, que je vous avais donné en exemple pour essayer de démontrer que le développement d'un pays n'est pas le fruit de ses seules ressources ou de ses seules richesses naturelles, mais de son génie, de ses capacités humaines, de ses valeurs, de la compétence de ses élites, de ses travailleurs, et surtout du civisme ambiant, de cette disposition à l'harmonie sociale et au vivre ensemble. Et je resterai dans le même exemple pour tenter de démontrer que le sous-développement est toujours civique. Le Japon est un pays très pauvre, mais les Japonais sont très riches. L'Algérie est très riche, mais les Algériens sont très pauvres. Que c'est curieux, n'est-ce pas? L'Algérie, dans sa configuration actuelle, rappelons-le, a pris forme lors de la colonisation. Et si ses frontières actuelles, désormais inviolables et indiscutables, ont été tracées par le crayon du colonialiste, elles ont été sacralisées par le sang versé de tous ceux qui ont donné leur vie pour que cette nation soit celle de tous ceux qui l'ont faite, qui l'ont défendue et qui en ont chassé l'oppresseur. L'Algérie est constituée essentiellement d'arabo-berbères, de berbères, d'arabes, de turcs, d'africains et de zestes de romains, de carthaginois, de phéniciens, de vandales et même de juifs qui ne sont pas repartis avec les leurs. Les berbères, comme dans tout le Maghreb, sont la population de souche, la population matricielle. Hormis ceux qui vivent dans les régions montagneuses ou dans le Grand Sud, beaucoup d'entre eux ne sont plus berbérophones, malheureusement. Parce que, contrairement à la montagne ou au désert, enclavé ou isolé, la plaine est un lieu de passage, de brassage et de flux humains. C'est ce qui explique que les berbères des plaines ne sont plus ou presque plus berbérophones. Ils ont adopté la langue vernaculaire puis véhiculaire de la multitude, l'arabe dialectal darja. Les Arabes, contrairement à ce que l'on croit, ne se sont pas installés dans le pays lors de l'islamisation, des premières futuhat, mais bien plus tard, il y a 1 millier d'années de cela, ou un peu plus. C'était les Banu Hilal et Banu Sulaym, envoyés par les Fatimides en représailles contre les Irides et qui ont été très nombreux, relativement, à s'installer au Maghreb. Il subsiste donc aujourd'hui des berbères de souche, des arabes de souche et le produit des deux, les arabo-berbères. Le peuple algérien peut s'enorgueillir à juste raison et à juste titre, à l'instar des autres peuples de la région, d'avoir eu un passé qui a compté dans l'histoire universelle, bien avant que ne se forment ces frontières actuelles. Des vicissitudes de toutes sortes et de grandes épopées ont jalonné l'histoire de cette contrée qui fut l'objet de la convoitise de peuples plus forts et qui ont fait main basse sur ses richesses, un occupant chassant l'autre. Puis vinrent les temps modernes et la colonisation française. C'est alors que l'actuelle nation algérienne prit conscience de son existence et de sa cohésion. Parce que les hommes qui étaient enchaînés sous le même joug se dressèrent contre l'oppression en un combat commun. Après bien des tragédies et des souffrances communes, un drapeau fut conçu par Messali el-Hajj le Tlemcenien. Un hymne national fut écrit par Mufti Zakaria le Mozabite. Des hommes et des femmes de toute ethnie, de toute origine et de tout le pays se levèrent comme un seul homme, mêlant leur sang, leur douleur, mais aussi leurs rêves. Et enfin,
leur joie lorsque la liberté fut enfin arrachée. En 1962, l'Algérie se réveilla d'une longue nuit coloniale. Le peuple pleurait et riait en même temps. Le monde entier acclamait la victoire des opprimés sur la force brutale. Les horizons étaient radieux et l'aurore s'annonçait belle pour ce peuple digne et fier qui était cité en exemple pour ses grandes vertus. Car, contrairement à ce que veulent faire accroire d'aucuns, cette nation avait une histoire. Sa gestation et sa naissance s'étaient faites dans des siècles d'oppression, dans une très douloureuse gestation, mais aussi et surtout de résistance identitaire farouche. Mais le rêve n'allait pas tarder à s'estomper, malheureusement. Derrière le peuple combattant, embusqué à l'ombre des libérateurs, des charognards fondirent sur la proie que ce pays était pour eux, malheureusement. Ils allaient lui ravir sa victoire, en le trempant jusqu'à l'amener à renier et même à haïr ses plus beaux idéaux, jusqu'à ce que sa jeunesse en arrive à se jeter massivement dans la mer pour rejoindre l'autre rive, celle de l'ancien occupant. Un sombre crépuscule allait tomber avant que le jour naissant ne remplisse ses promesses. Mais ces forfaitures et ces trahisons ne furent possibles que parce que l'Algérie était pleine de richesses et que les immondes embusqués pouvaient en disposer à leur guise pour dénaturer, corrompre et diviser, acheter une paix sociale honteuse. Question. Et si l'Algérie était pauvre, qu'est-ce qui se serait passé? Ces exemples extrêmes montrent que la pauvreté ou la richesse sont une conséquence et non une cause de sous-développement de tel ou tel pays. Il n'y a pas, à mon humble avis, de sous-développement économique en soi qui a découlé d'une situation ou de circonstances économiques. L'élément le plus décisif qui est à l'origine de la pauvreté d'un pays, du dérèglement et de l'arbitraire qui y sévissent, est toujours l'absence dans la société de règles civiques fortement et tacitement ancrées dans un consensus tacite et collectif. En fait, lorsque le sous-développement sévit dans un pays, c'est toujours un sous-développement civique. Revenons à cet exemple du Japon. Le pays est constitué d'étroites îles volcaniques dont les terres sont peu propices aux cultures et dont le sous-sol est très pauvre en ressources minières. Les Japonais n'ont que la mer qui les entoure pour y chercher ce que le plancher des vaches ne peut leur offrir. Ce peuple de la mer est devenu par la force des choses un grand consommateur de produits halieutiques qu'il a été contraint d'aller chercher de plus en plus loin sur toutes les mers du globe. Mais les Japonais, très pauvres foncièrement, disposent cependant de ressources autrement plus considérables que le pétrole, l'or ou les produits de l'agriculture. Ce sont les qualités intrinsèques qui font que des peuples parviennent à se hisser à l'avant-garde de l'humanité. Celles qui ont fait les civilisations, les grandes civilisations humaines, et qui aujourd'hui font que les sociétés, contrairement à d'autres, atteignent des niveaux de vie appréciables. Non pas pour un petit nombre de privilégiés, mais pour la quasi-totalité de ses membres. Aussi loin que l'on remonte dans leur histoire, les Japonais ont toujours aspiré à une vie spirituelle. Ils sont férus de tout ce qui a trait à l'art, à la beauté, à la grâce, au subtil. Ils pratiquent le culte des anciens et vénèrent les personnes âgées. L'érudition, l'abnégation, le sens du devoir, l'altruisme, l'opiniâtreté, l'amour du travail bien fait, la loyauté
le respect de la parole donnée et la dignité exacerbée représentent pour eux des vertus cardinales qui sont profondément ancrées dans leur être collectif. Des qualités qui sont inculquées aux enfants depuis leur plus jeune âge. L'hygiène corporelle, la pratique des arts martiaux, le grand soin qu'ils mettent dans le choix des produits alimentaires qu'ils consomment sont de première importance pour eux. Ils sont fortement imprégnés du souci de respecter l'autre et de l'intérêt de la communauté avant le leur propre. C'est d'ailleurs là un trait typique de la personnalité japonaise. Quand un Japonais a la grippe, il porte un masque pour ne pas contaminer les autres, sans que personne ne le lui demande. Quand la nation est menacée, ils n'hésitent pas à donner leur vie. Tout naturellement, sans tambour ni trompette. Leur ténacité et leur bravoure face à l'ennemi américain lors de la Deuxième Guerre mondiale a contraint celui-ci à larguer 2 bombes atomiques sur la population japonaise pour obtenir enfin la reddition du Japon. Leur échelle des valeurs est restée inchangée depuis des siècles, malgré les vicissitudes qui ont bouleversé leur histoire et la modernité qui a changé leur mode de vie. Leur perception du sens de l'honneur est tellement aiguisée que même les Japonais de la rue, le Japonais de la rue peut se suicider s'il se sent seulement humilié ou s'il a le sentiment d'être méprisé. L'une des sanctions les plus dures dans le monde du travail consiste à condamner le travailleur en faute à ne pas travailler pendant une durée plus ou moins longue et à rester simplement assis près d'un salarié modèle. Peu de travailleurs acceptent cette curieuse sanction et préfèrent démissionner. Le Japonais, qui est très moderne, très branché, comme on dit, puisqu'il est lui-même à l'origine de nombreuses inventions technologiques, est pourtant très conservateur lorsqu'il s'agit de sa vie privée, de sa famille et de ses traditions. Habillé très strictement à l'occidental quand ils vont au travail ou lorsqu'ils voyagent, les Japonais et les Japonaises, dès qu'ils rentrent chez eux, se déchaussent, prennent un bain et mettent des vêtements d'intérieur traditionnels. Ils mangent sur des tables basses, avec des couverts typiques, des plats à base de recettes qui viennent bien souvent de leurs ancêtres. Ils sont très attachés à leur architecture ancestrale, à leurs arts floraux, à leur gastronomie, à leur poésie et à un nombre incalculable de rituels, depuis celui du thé jusqu'à celui des soirées de détente avec des geishas. Ils sont très respectueux de l'hygiène publique, ne crachent jamais par terre, ne jettent pas d'objets dans la rue. Ils consacrent des budgets importants pour l'insonorisation de leurs appartements pour ne pas déranger leurs voisins. Ils trient leurs ordures ménagères pour permettre un meilleur recyclage et préfèrent payer plus cher des emballages biodégradables. Tous les Japonais ne sont pas ainsi, bien sûr. Il y a toujours de vilains petits canards, comme partout ailleurs, mais la société japonaise, dans son ensemble, avait en sorte de se prémunir contre l'incivisme. Les comportements asociaux sont généralement lourdement pénalisés, ce qui réduit la nuisance des rares Japonais indélicats à des exceptions, sans impact notable sur la vie de la société. Voilà donc un pays foncièrement très pauvre, mais dont l'organisation sociale et le niveau civique très élevé a permis d'accéder à un niveau de vie et de développement parmi les plus élevés de la planète. Quoique, avec l'américanisation de la société japonaise et son fourvoiement dans une occidentalité qui prend progressivement le pas sur les traditions, certaines constantes de la personnalité japonaise s'altèrent insidieusement. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, nous commémorons une date très chère à nos cœurs, dont nous vous parlerons tout à l'heure.